C'est un personnage incroyable de l'histoire de la télévision, de la radio. C'est Philippe Bouvard. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, Philippe. C'est un immense bonheur et un honneur de vous avoir sur ce plateau. C'est le 69e livre que vous publiez, qui s'appelle Le Petit Monde de Don Bouvardeau. Et quand je dis ça, je dis 86 années de journalisme. C'est passé vite. Il faut dire que j'ai commencé à l'âge de 6 ans en faisant un petit magazine sur 6 demi-pages roses à l'usage exclusif de ma famille et grâce à un vieil oncle qui était imprimeur. Oui. Alors c'était déjà du journalisme, mais c'était un peu infantile pour ne pas dire enfantin. Par la suite, j'ai fait de vrais journaux et avec un public un peu plus large que ma petite famille. Non, mais vous avez même eu un succès fou. Parce que, alors, il faut dire quand même qu'à vos débuts, vous rencontrez Lazareff, parce que votre maman était quasiment sa voisine, et vous rentrez à François. Et vous allez rentrer comme garçon de course. Oui, comme garçon de course. Et alors, j'avais été engagé parce que j'avais un vélo et je pouvais porter des petits colis ou des paquets de journaux. Ça s'est arrangé assez vite. Mais je crois qu'aujourd'hui, si je démarrais un parcours comme garçon de course, ça ne s'arrangerait pas de la même façon. Je terminerais mon parcours comme patron des garçons de course, mais j'irai pas plus loin. Parce que vous dites dans ce livre que votre salut est venu des toilettes. Non, mais vous alliez dans les WC pour rencontrer le patron. Au Figaro, ça s'était arrangé au bout d'un an. J'étais devenu rédacteur stagiaire. Et puis, bon, j'ai fait des petits reportages, mais bon, ça ne démarrait pas vraiment. Et je savais que toutes les carrières débutaient dans le bureau du tout-puissant patron de l'époque qui s'appelait Pierre Brisson. Mais Pierre Brisson était un personnage qu'on ne pouvait pas aborder et qui connaissait très peu ses rédacteurs et donc il fallait établir un contact. Alors, j'avais repéré que ce grand patron avait quand même une petite obligation que nous avons tous, qui était d'aller soulager sa vessie tous les soirs à 18h. Et je me suis dit que si je me postais près de la vasque où il s'épanchait, car c'était un homme d'habitude et il avait toujours la même vasque, ben, il finirait par me dire un mot et qu'il me connaîtrait ainsi. Alors ça a pris 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, le grand patron, s'avisant que j'étais toujours à sa droite, en train d'uriner, mais moi je le faisais beaucoup plus vite que lui, et il m'a demandé si je travaillais au Figaro. Ce qui était une question assez bizarre, parce que je ne me vois pas travailler même aux Champs-Élysées et venir faire pipi au Figaro. Bon, je lui ai dit, je travaille, je suis rédacteur stagiaire, j'adore mon métier, je suis passionné par le journalisme, je voudrais faire un tas de choses, j'ai plein d'idées. Bref, au bout d'un mois, il m'a dit venez donc prolonger cette conversation dans mon bureau. Et je suis devenu peu à peu un de ses familiers, si bien que, engagé au Figaro comme garçon de course, j'en suis parti 23 heures plus tard avec le titre de directeur général adjoint. Incroyable, incroyable, Philippe. Si on parle des grosses têtes, quand même, vous créez cette émission mythique un 1er avril, c'est vrai, et on vous a dit, comme ça, si ça marche pas, on dira que c'était un poisson d'avril.
Oui, bah oui, parce que j'étais pas du tout rassuré. À l'époque, les émissions culturelles n'étaient pas encore à la mode. On me proposait de faire cet essai et on me rassurait en me disant, bon, ben, si tu te plantes, ça n'ira pas plus loin et tu seras pas ridicule puisque ça se passera le 1er avril. Et j'ai commencé les grosses têtes dans un petit studio avec un minimum de comparses et sans aucun public. C'était ça d'ailleurs le hic. Il n'y avait personne pour me soutenir, il n'y avait pas de rire, il y avait... Bon... ça a quand même pas mal marché, si bien que les grosses têtes ont duré ensuite 37 années sans un jour d'arrêt. 37 années. Ah, incroyable, hein. Je veux dire, Jacques Maillot, Isabelle Mergo, Thierry Roland, Stéphane Bern, évidemment Jean-Yann, que vous allez tellement aimer, Jean-Yann. Oui, alors, je veux dire que ce succès des grosses têtes n'est pas un succès de formule seulement, quoique c'était nouveau de mélanger la culture et le rire, n'est pas un succès personnel de moi qui vous parle, c'est un succès d'équipe et c'est un succès que on doit aux gens qui ont accepté de faire partie de mon équipe. Alors évidemment, c'était très brillant, hein. Alors oui, que je les avais cités, Jean-Yann, il y avait Thierry Leluron, il y avait Olivier de Kersauzon, il y avait Jacques Martin, il y avait des gens hyper doués et cultivés en même temps. Oui. Alors, il y avait l'émission durait 1 heure et demie, puis ensuite 2 heures tous les jours, et on reprenait les meilleurs moments pendant 1 heure la nuit. Alors vous vous rendez compte, 3 heures d'antenne pendant 37 ans sans une minute d'arrêt. Oui, incroyable, hein. Alors, vous avez évidemment un style, Philippe, parfois caustique. Et dans ce livre, vous n'épargnez pas certains. Alors je cite, tiens, Laurent Ruquier. Vous dites qu'il a été très désagréable. Oui, oh, c'est pas bon. Oui, alors bon, je m'explique. Pendant des années, Ruquier, qui présentait sur Europe à la même heure que moi une émission concurrente, m'a couru après sans jamais me rattraper. Bon, mais faut dire qu'il avait une équipe qui était moins bonne que la mienne. Et puis, un jour, le patron de RTL a trouvé qu'il n'y avait pas de plus beau cadeau à me faire pour mes 70 ans que de me mettre à la retraite. Bon. Alors, j'ai accepté. Déjà, c'était bien de travailler jusqu'à 70 ans. Et je suis allé trouver les gens d'Europe 1 pour leur dire que, s'ils voulaient, je pouvais prendre... je suis allé trouver les gens d'Europe 1 et je leur ai dit que s'ils voulaient, je pouvais travailler avec eux. Ils ont accepté. Je me suis donc retrouvé dans l'émission que présentait Laurent Ruquier. Et je pensais qu'il allait bien m'accueillir. Eh ben non. Je pensais qu'il allait bien m'accueillir. Pas du tout. Il a voulu sans doute se venger des années de concurrence malheureuse que je lui avais fait vivre. Et il était très désagréable à l'antenne. Et comme c'était des enregistrements, presque tout ce que j'avais enregistré était coupé au montage. Bon, j'étais pas très content. Et puis, au bout de 2 ans, et puis au bout de 3 mois, les nouveaux patrons de RTL, dont l'audience avait dégringolé, on avait perdu 2 millions d'auditeurs, sont venus me voir pour me demander de reprendre les grosses têtes. J'ai donc quitté sans aucun regret Laurent Ruquier,
qui s'est retrouvé en état de concurrence malheureuse, alors que peut-être s'il avait été plus aimable, je serais resté sur Europe. Non, je crois pas. Je crois que j'aurais regagné la radio mère, Oui. parce que j'y étais très attaché. Et j'avais pas fait que les grosses têtes. J'avais commencé avec RTL Non-Stop, qui était une émission de 2h30 en direct pendant 7 ans. Oui. Vous savez, on m'installe quelque part pour un remplacement d'un quart d'heure, on repasse 10 ans après et je fais 2 heures tous les jours. Faut se méfier, hein. Vous avez dit, un jour, il y a De Chavannes vient vous demander conseil parce qu'il devait prendre la relève sur l'émission. Vous lui avez dit, en gros, t'as pas l'érudition que réclame une émission dans laquelle il faut quand même faire preuve d'une certaine intelligence. En gros, vous lui avez dit, t'es trop bête pour le faire, si je traduis. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Je lui ai dit, mon cher Christophe, parce que j'avais beaucoup de sympathie pour ce garçon, je lui ai dit, cher Christophe, ce n'est pas votre spécialité. Vous n'êtes pas assez imbibé de culture, enfin de culture radiophonique, hein, c'est un peu spécial. Et donc, je ne crois pas que ça va marcher. Et bah oui, on m'a donné raison. Et donc, la chute d'audience a motivé mon retour à 70 ans. Après une mise à la retraite en bonne et due forme, je crois que ça ne s'est pas très souvent observé. Incroyable, hein. Alors, si je dis, évidemment, chez vous ce soir, avec Michel Arnaud, Les Raisins Verts, Jean-Christophe Averty, vous en parlez dans ce livre. Et puis après, sur la deuxième chaîne, samedi soir, chez Maxims, vous faites entrer les Français dans cet établissement prestigieux chez Maxims. Vous demandez à Gainsbourg de se raser. Vous faites des choses incroyables à l'antenne. Oui, alors il fallait avoir des idées un peu originales et plaisantes, pour ne pas dire rigolotes. Ce qui était facile parce que la télévision venait de commencer et tout était à faire et tout était à inventer. Donc, j'ai pu lancer 18 émissions différentes dans les années qui ont suivi. Il y a eu le théâtre de Bouvard. Alors bon, c'était immodeste comme titre, mais en fait, c'était une paraphrase du théâtre de boulevard. Oui. Et je présentais des comédiens nouveaux, débutants, qu'on n'avait jamais vus, mais qui avaient du talent et qui étaient habitués à faire des petits sketchs ensemble. Et ça a eu un succès, mais incroyable et rapide. Pensez qu'au bout de 15 jours, Régis Laspalès, qu'on n'avait jamais vu nulle part, était déjà imité par les plus grands de la spécialité, alors qu'il était tout nouveau. Mais on avait été conquis par sa façon de parler. Et puis j'avais trouvé Mimi Mati, j'avais trouvé Muriel Robin, j'avais la main heureuse parce que j'intervenais durant de bonnes années. Vous savez, en matière de spectacle, et la télévision en est un, c'est comme en matière d'agriculture. Il y a les bonnes et les mauvaises années. Ça pousse bien ou ça pousse très mal. Eh bien, ça poussait bien de mon temps. Oui. Alors, Jean-Marie Bigard, vous n'en avez pas voulu. Trop vulgaire. Alors, Bigard, oui, il est passé, il a fait une audition. Je ne l'ai pas retenu, alors que quelques années plus tard, il m'avait fait rire. Et puis, il m'a plus fait rire du tout parce qu'il est vraiment devenu trop vulgaire. Mais je n'avais pas la science infuse. D'ailleurs, j'avais pas de formation artistique et théâtrale spéciale. J'adorais ça. J'étais bon public et puis j'avais un peu le nez quand j'entendais un sketch. Je savais si ça allait plaire ou non. Mais ça n'allait pas plus loin. Je ne veux pas m'ériger en maître à penser du théâtre contemporain. Oui, mais par exemple, Mimi Mati, on vous dit du mal. On vous dit, vous n'allez pas prendre cette naine
Non, mais ça, vous on le m'a dites dans le dit, livre. attendez, le directeur de la 2 de l'époque m'a dit, il faut pas confondre notre chaîne avec la foire du trône. Ce qui Incroyable. était à la fois peu délicat et très complètement à côté de la plaque. Parce que Mimi Mati est devenue en quelques mois la vedette préférée des Français, alors que personne ne se souvient plus du nom du directeur en question. Oui, ça vous en avez laissé tomber pas mal de directeurs dans votre carrière et de votre liberté incroyable. Non, mais si je vous dis, vous avez même joué dans L'aile ou la cuisse. Alors là, Attendez, j'ai de joué. Funès. J'ai joué parce que Claude Zilli, qui était un de mes partenaires habituels de poker, et là c'était un autre jeu, m'a proposé de le faire en interprétant mon propre personnage. Oui. C'est-à-dire, j'étais le journaliste qui interviewait, alors excusez du peu, Louis de Funès, qui était d'ailleurs en plein essor, bien que déjà très malade. Je me souviens qu'on tournait tous les jours et il avait, lui, une roulotte médicalisée en guise de loge. Mais je crois qu'il est mort d'ailleurs de son jeu, qu'il a tué. Je veux dire, il se donnait trop devant la caméra, il allait au-delà de ses forces et ça lui a été fatal. Ouais. Donc j'ai joué mon propre rôle, ce qui est à la portée de n'importe quel professionnel. Oui, mais les présidents de la République, moi j'adore ça. Vincent Auriol, René Coty qui vous dit « j'ai été congédié comme une femme de ménage ». Alors Georges Pompidou, alors lui, évidemment, vous dites dans ce livre, il vous dit un jour « je tiens la liste des salauds qui ont déshonoré ma femme ». Et il vous en veut aussi d'avoir relayé une rumeur. Oui, alors on avait prétendu que Claude Pompidou, qui était une habituée des vacances tropéziennes, avait été vu un jour dans une boîte en train de danser joue contre joue avec Alain Delon. Mais vous savez, on peut faire courir n'importe quel bruit. Hein. Bon. Et le Pompidou, qui était très jaloux, avait conçu une colère qui ne s'est jamais éteinte. Jamais. Et donc, il m'avait montré un jour la liste des gens qui avaient accrédité cette rumeur qu'il ne supportait pas. Et alors, quelques jours plus tard, j'avais, dans un compte-rendu de soirée, comme c'était à la mode à l'époque, j'avais écrit les noms des principaux assistants. Et j'avais mis Claude Pompidou, Alain Delon, et puis je ne sais plus qui. Mais c'était tout à fait par hasard, il n'y avait aucune intention maligne. Eh bien, il s'était foutu en rogne, et il avait fallu que je lui téléphone pour lui faire des excuses. Giscard, lui, il vous a pas manqué. Il aimait pas que vous ayez une Rolls. Ah oui, Giscard, non, mais ça, il n'a pas aimé de vous voir arriver en Rolls à l'Élysée. C'est un personnage très intelligent, mais pas très sympathique, qui se plaçait au-dessus du panier. D'ailleurs, les électeurs lui avaient donné raison. Par exemple, à table, à un déjeuner à l'Élysée, il se faisait toujours servir en premier, avant les dames, avant ses invités, avant tout le monde. Et puis, un jour, il m'avait invité avec les dirigeants du Figaro, dont je faisais partie, il m'avait invité à déjeuner à l'Élysée. Et puis, 3 jours plus tard, début d'un contrôle fiscal qui devait durer 10 ans sans aucun résultat, mais en me stressant et en me faisant perdre beaucoup de temps. Et je m'en étais étonné quand même. Enfin, j'avais pas établi un rapport tout de suite, parce que bon, un dîner chez le président et un contrôle fiscal, c'est quand même 2 activités très distinctes. Et puis quand même, un jour, je m'étais ouvert de cette interrogation à François Léotard. Et il m'avait dit, eh oui,
tu as été contrôlé parce que après le déjeuner, Giscard a déclenché ce contrôle. Et la raison, c'est qu'il avait l'habitude, après un déjeuner, de regarder partir ses invités par la fenêtre du premier étage. Et il t'a vu monter dans une Rolls-Royce conduite par un chauffeur. Ah, ben j'ai dit, c'était pas un crime. Oui, mais ajouter Léotard, Giscard a toujours eu de très mauvais rapports avec l'argent des autres. C'est formidable. C'est formidable. Par contre, Mitterrand, c'est magnifique. Il vous envoie des livres de Jules Renard. Ça, c'est une très belle histoire. À plusieurs reprises. Oui, c'est une belle histoire parce que c'est une belle histoire parce qu'elle montre que la culture peut être plus forte que la politique. Alors, je m'explique. Pendant 7 ans, son premier septennat, je m'étais beaucoup moqué. J'avais attaqué François Mitterrand, ce qui d'ailleurs était facile puisque j'étais dans un journal d'opposition. Et puis quand même, au bout de 7 ans, alors qu'il allait entreprendre un second septennat, je m'étais aperçu qu'il avait très bien fait ce que j'appelais le métier le plus difficile du monde. Il assumait parfaitement le gouvernement de la France, les voyages officiels, les rapports avec les autres chefs d'État, les discours qu'il fallait faire, les réformes qu'il fallait entreprendre. C'est quand même lui qui a supprimé la peine de mort. Hein. Bon. Et je l'avais écrit dans ma chronique hebdomadaire du Figaro Magazine, ce qui n'était pas d'ailleurs la meilleure tribune pour le faire, parce que le Figaro Magazine était comme le Figaro, un journal assez virulent d'opposition. Mais j'avais dit, j'ai observé pendant 7 ans le président de la République, et ben il fait bien son métier. Alors, ça m'avait valu 1 millier de lettres d'engueulade, mais aussi un coup de fil presque immédiat de celui dont j'avais fait l'éloge. François Mitterrand m'avait dit j'ai beaucoup apprécié votre papier, d'autant que je savais que vous ne m'aimiez pas depuis longtemps. Alors venez donc demain matin prendre le petit déjeuner. Et j'y suis allé. La table était dressée dans un petit cabinet où je l'attendais et la porte s'est ouverte et un huissier à chaîne a annoncé « Monsieur le Président de la République », comme s'il avait craint que je ne le reconnaissais pas. Bon. Alors, comme s'il avait craint que je ne le reconnaisse pas. Alors, bon, on s'est mis à la table, il y avait un succulent petit déjeuner, et j'avais préparé quelques petites phrases pour lui dire ce que je pensais. J'avais dit, Monsieur le Président, j'apprécie, je l'ai écrit donc, votre gouvernance. J'ai un peu changé d'opinion politique, mais pas complètement. Je suis quand même pas de gauche, mais je suis maintenant d'une droite modérée et compréhensive. Mais je déplore que la politique en France dégénère en lutte fratricide et qu'elle oppose des Français que tout pourrait réunir autrement. Et là, il était devenu grave, il avait changé de visage et de ton, et il m'avait dit « Je déplore, Monsieur le Président, que ces luttes fratricides opposent les Français et que la politique soit l'ennemi d'une réconciliation générale. » Et il m'avait dit « Eh bien, détrompez-vous. Sans elle, il n'y aurait jamais eu d'avancée sociale. C'est parce qu'il y a eu des grèves, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont étripés publiquement qu'on a une 5e semaine de vacances, par exemple. » Ce qui est beau, c'est vous dites... Alors, une phrase sur Chirac, vous dites « Il courait le matin et cavalait le soir ». Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors oui, c'était un grand sportif. C'était un sportif de l'asphalte où l'entraînait Guy Dru,
qui d'ailleurs a fini par devenir son ministre des Sports. Et c'était un grand cavaleur le soir où il réalisait les meilleurs temps de la spécialité puisque son chauffeur l'avait surnommé 3 minutes douche comprise. C'est vrai ça, c'est fou. Vous étiez au courant de tout ce qui se passe à Paris, Philippe. Vous avez même pris le relais de la commère. C'est au fond oui. de ce qui se passe du tout Paris, des potins. Ça vous plaisait de raconter? J'ai quitté le Figaro après 23 ans de bons et loyaux services et on m'a engagé à France-Soir pour prendre la succession de Carmen Tessier qui signait une rubrique quotidienne qui démarrait à la une et qui s'intitulait Les potins de la commère. Alors, bon, j'étais très content parce que c'était une autre forme de journalisme et puis que j'allais dans un très grand journal. Mais le préfet de police de l'époque, qui s'appelait André-Louis Dubois et qui vivait maritalement avec Carmen Tessier, m'avait appelé tout de suite après qu'on eut diffusé la nouvelle pour me dire c'est pas pour vous, vous méritez mieux, laissez donc les potins à la commère et allez diriger un journal. Et puis je lui avais dit, ben non, monsieur le préfet, excusez-moi, mais on m'a proposé ça, j'ai accepté, j'ai déjà signé un contrat, je suis obligé d'y aller. Eh bien, je vous avoue que je l'ai regretté quelques années plus tard, car la pauvre Carmen Tessier, ne supportant pas d'être éloignée du tout Paris et d'être mis d'autorité à la retraite, s'est défenestrée de son 6e étage de Neuilly. Incroyable histoire. Tiens, un mot. Alors, il y a des galeries de personnages dans ce livre. Tiens, je prends Michel Simon. Vous dites, il vivait maritalement avec sa guenon Zaza. Ah ben alors, oui, c'était Rita. Oui. C'était Rita. Ben, tous ses copains parlaient à Rita comme si elle avait été Madame Simon. Oui. Alors, il lui avait offert plein de cadeaux. Il l'habillait comme une femme et il l'emmenait avec lui dans tous les cocktails. Ah, c'était un personnage fabuleux. Alors, nous déjeunions tous les mois. J'ai beaucoup déjeuné, mais je crois que mes bons contact humain avec tout ce qui comptait dans la politique, dans les arts ou dans la littérature, je le dois parce qu'on a partagé un moment, un déjeuner, et qu'il n'y avait pas de témoins, j'étais tête à tête. Bref, on faisait ensemble ce déjeuner à la porte Saint-Denis, et c'était pas innocent comme situation, parce que ensuite nous remontions la rue Saint-Denis, et à chaque porte, il y avait une dame que Michel Simon avait connue bibliquement. Voilà. Et il les connaissait par leur prénom. Elle l'appelait Monsieur Michel. Il demandait des nouvelles. Alors, le boulot, ça va bien? Et ton petit dernier? C'était inouï comme tournée. Inouï. Oui, oui. Il y en a un, alors lui, il en a pris pour son grade, c'est Charles Trenet. Vous dites dans le livre, d'une grande méchanceté atteint de presque tous les vices. Vous dites, dans sa villa, il organisait des dîners de garçonnets qu'il photographiait en train de manger des bananes. Charles Trenet. Ah, ben oui, c'est pas un exemple de vertu. Il avait un énorme talent. Il faisait des chansons qui ne voulaient rien dire, mais qui étaient des petits chefs-d'œuvre. Bon, et puis il s'était créé un personnage physiquement, vestimentairement. Enfin, il a existé et il a été une très grande vedette. Mais en privé, c'était un personnage odieux. Je préfère ne pas en parler. Il y a un autre personnage, vous l'aimez beaucoup, c'est Charles Aznavour.
Ah, un alors, génie, un l'autre talent. Charles, ça a Ouais. été mon idole. C'était un type formidable, vous savez, qui avait toutes les qualités morales, intellectuelles et aucune qualité physique. Quand il était devenu le troisième secrétaire d'Édith Piaf, qui exceptionnellement ne lui avait pas demandé de profiter de ses faveurs lorsque elle lui avait offert un nouveau-né. Enfin, un nouveau-né, pas après un accouchement, après une opération esthétique. Et ensuite, il était devenu une vedette internationale alors qu'il faisait moins d'1,70 m, qu'il avait une voix éraillée et absolument aucune des qualités que requérait à l'époque la spécialité dont il est devenu certainement la plus grande vedette. J'ai adoré Aznavour. Ouais. Un mot juste sur Jean-Yann encore, parce que lui, vous l'avez adoré. Vous dites qu'il a reçu de la nature tous les dons, sauf celui du bonheur. Pour parler de Jean-Yann. Ah, Jean-Yann, c'était mon grand copain, Jean-Yann. Bah oui, c'était un humoriste extraordinaire et un très bon acteur. Souvenez-vous, il avait quand même décroché le premier prix d'interprétation au Festival de Cannes et d'ailleurs, il n'est même pas venu le chercher. Ouais. Non, il se voulait auteur, humoriste et il négligeait ses dons de comédien qui pourtant étaient certains. Ah bah oui, c'était en même temps un plaisantin, c'était quelqu'un qui avait son idée sur tous les grands problèmes, mais une idée marrante. Oui. Alors, un qui n'a pas été marrant ce jour-là, on l'a un peu oublié, mais c'est quand même incroyable. Philippe Clay, il vous téléphone. C'était un grand chanteur, grande vedette du music-hall. Philippe Clay vous téléphone et vous dit « Je voulais te prévenir que je serai mort dans quelques heures. » Oui, oui, oui. Et c'était oui. vrai. Oui, je l'avais connu à la taverne de l'Olympia où j'allais danser, tandis qu'à l'entracte, il faisait ses débuts de chanteur. Et puis, bon, j'avais apprécié notamment son interprétation du Noyé assassiné, qui a été son premier grand succès. Et puis, quand j'étais journaliste, je l'ai retrouvé, on a sympathisé. Le personnage était fabuleux, il savait tout faire, il était bricoleur, il élevait des grenouilles, et puis il faisait de très jolies chansons, et c'était un comédien remarquable. Et puis, bon, on s'est un peu perdu de vue, il a fait une très belle carrière, et un soir, alors que j'étais devenu directeur de France Soir, le téléphone sonne, il me dit c'est Philippe. Alors j'en reconnais tout de suite, c'est Philippe Clay, parce qu'il y avait deux Philippe, lui et moi. Et puis il me dit d'une voix très calme, je te téléphone pour te dire adieu, parce que je vais mourir dans quelques heures. C'est la première et la dernière fois que j'ai eu ce type d'appel. Et inutile de vous dire qu'il m'a sur le moment beaucoup ému et ensuite que je ne l'ai jamais oublié. Oui. C'est beau de se rappeler de tout ça. Il y en a tellement de souvenirs, Philippe, dans ce livre. Mais si je pense, alors un souvenir plus délicat, c'est Jacques Messrine. Quand on découvre sur lui, après qu'il ait été abattu, un dossier sur vous, et on vous dit, vous étiez certainement sa prochaine victime parce que vous aviez dit du mal de lui à la radio. Ah, l'affaire Mérine. Ah oui, alors là, dites donc. Alors là, je revenais de loin. Hein. Alors, un jour, j'étais chez moi à Cannes et le téléphone sonne. Allô, c'est De Vos. Alors je dis bonjour Raymond. Il dit non, pas le comique, le commissaire. Ah bon. C'est moins rigolo. Il dit nous venons d'abattre Jacques Messrine dans la banlieue de Paris. On le filait depuis longtemps sans pouvoir le rattraper. Et là, il était dans sa voiture. On a tiré, il est mort. Et dans son veston ensanglanté, on a trouvé des photos de vous, de votre maison et les numéros d'immatriculation de vos voitures. Donc, on en a conclu que vous auriez été sa première victime et c'était une animosité
qui s'expliquait par le fait que plusieurs fois dans ma chronique du Figaro, je m'étais insurgé contre le fait qu'on avait pris comme maître à penser un dangereux criminel, parce qu'il sortait des livres, il donnait des interviews, et j'avais dit, c'est pas bien, ce type, il est fait pour la prison, il n'est pas fait pour une tribune publique. Et il m'avait dit, il s'était dit, je vais me venger et ce type-là, je vais le kidnapper et peut-être d'ailleurs, j'aurais eu davantage à me plaindre de lui s'il était allé au bout de ses idées, parce que n'oubliez pas qu'il publiait des bouquins, il donnait des interviews, mais c'était d'abord un grand criminel. Oui. De Dalida, vous dites, elle a fait entrer dans son lit autant d'hommes qu'elle a enregistré de disques. Ah, Dalida, c'était une chanteuse et une femme formidable, hein. Elle avait les deux étiquettes pour moi. Tout lui avait réussi. Elle était belle, elle était riche, elle avait du succès. Et puis, à 54 ans, elle s'est donné la mort. J'ai pas compris pourquoi, parce que même au jeu, elle était une partenaire de poker redoutable, elle gagnait. Tout semblait lui sourire. Et puis, brutalement, on a appris qu'elle s'était suicidée. Je pense que c'est une histoire d'amour malheureuse qu'on n'a pas complètement expliquée. Oui. Si je dis un mot de Thierry Luron, un jour il vous écrit, il vous dit « Je m'appelle Thierry Luron ». J'ai 15 ans, c'est mon vrai nom, et je voudrais devenir une vedette. Ça commence par une lettre qu'il vous envoie. Ah bah oui, et naturellement, je prends pas cette lettre au sérieux, parce que quand je lis j'ai 15 ans et je voudrais faire carrière dans le spectacle, je dis il faudra qu'il attende, ou bien ça ne me concerne pas, hein. Et puis il me réécrit plusieurs fois avec des phrases intelligentes, et puis un jour il débarque à Paris. Il avait 16 ans et demi. Et il me fait une démonstration de ses imitations, et ça c'était incroyable, mieux que n'importe qui, et il imitait les hommes, les femmes, les politiques connus, Bon, alors, j'étais secrétaire général du théâtre de 10 heures et je m'arrange pour le faire engager dans la revue. Et il fait un tabac et par la suite, nous sommes devenus très amis. C'était un garçon très intelligent, très cultivé, très doué, plus doué que ses concurrents, mais qui avait une vie sexuelle débridée qui a fini par lui coûter l'existence. Oui. Un peu d'humour. Sylvia Bourdon. Tout le monde a oublié ce personnage. Ah, ben je sais pas si on se souvient de qui c'est. Écoutez... Mais vous vous rappelez, parce que vous avez fait un jour une interview en direct avec elle, qui vous a valu d'être suspendu quelques jours. Sylvia Bourdon était... les journalistes à l'esprit large l'avaient surnommée la reine du porno. Parce que le porno était à l'époque en plein essor et en pleine liberté, et on la voyait dans des poses suggestives, et ensuite elle ne faisait pas prier pour passer à l'acte devant les caméras. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est clair. Bon. Et puis je l'invite parce que c'était devenu une grande vedette, et qu'en même temps elle avait plein de diplômes. C'était une vedette porno diplômée et qui aurait pu faire un métier intellectuel en négligeant les ressources de son corps.
Et elle vient, nous parlons très bien, dans un français très châtié, parce que elle était très, très cultivée, je l'ai dit. Et à la fin de l'entretien, je veux trouver une formule pour nous quitter. Et galamment, presque cérémonieusement, je lui dis: enfin, madame, vous avez eu une vie bien remplie. Et elle me dit, c'était en direct: oui, par tous les orifices. Eh ben, j'ai été suspendu de télévision pendant 15 jours. C'est ça, les aléas du direct, Philippe. Mais vous aimez ça, hein. Vous aimez le théâtre, vous aimez l'imprévu, et vous aimez la fantaisie et l'esprit. On pourrait parler de vos livres, de tous ces livres que vous avez écrits, de l'esprit. C'est-à-dire que, au loin de la vulgarité, vous aimez les mots, vous aimez le sens des belles lettres. Oui. Oui, c'est ça d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui m'a rapproché de Mitterrand. C'est que nous avions une passion commune pour un grand humoriste, un grand écrivain complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelait Jules Renard. Et j'avais dit au président que j'étais bibliophile comme lui et que j'avais, avec un cachet de la télévision, je m'étais offert l'édition originale de Jules Renard. Bon, il n'avait rien dit. Et 3 jours après notre petit déjeuner, il avait envoyé chez moi un motocycliste de l'Élysée avec un livre et une lettre de 3 pages manuscrites où il me disait que ça manquait à ma collection et où il me rappelait les meilleures formules du grand Jules. Et 8 jours plus tard, remotard, rebouquin et relettre de 3 pages, alors que la France venait d'engager je ne sais plus quel conflit et qu'il avait apparemment d'autres chats à fouetter. Oui. Non, c'était un personnage étonnant, hein. Oui, et alors, il y a des merci dans ce livre. Il y a beaucoup de merci. Vous dites merci à mes grands-parents paternels déportés à Auschwitz. C'est important. Vous dites merci à une maman courageuse qui était opticienne. Vous dites merci à un très cher papa adoptif qui a pris le relais d'un père biologique qui m'a abandonné 3 jours après ma naissance en emportant les bijoux de ma mère. Oui, Tout vrai. Ça est important pour vous, Philippe. C'est vrai, oui. Et ça, c'est une histoire à laquelle je pense souvent et qui m'a fait voir les géniteurs abusifs d'un mauvais œil et d'un très bon, les pères adoptifs. Vous dites dans le livre, sans doute intitulera-t-on un jour ma nécrologie un grand vide. Écoutez, il faut bien de temps en temps, quand on pourrait être accusé de prétention, et je crois que j'ai été prétentieux, de temps en temps faire amende honorable et essayer de faire aussi de l'autodestruction. Je veux dire, ne pas se prendre complètement au sérieux, ne pas croire qu'on a été le nombril du monde alors qu'on a été un petit poil du corps public. Non, je veux dire, il faut quand même savoir que un humoriste est quelqu'un auquel on donne la vedette dans les principaux médias, et j'en ai eu 4, j'ai été multimédia, avec la presse écrite, avec la radio, avec la télévision et avec les librairies, se prend complètement au sérieux et accepte cette situation sans esprit critique, pas du tout. Je sais que je suis un petit bonhomme qui a eu de la chance, que j'ai profité d'un tas d'opportunités et basta. Comment ça, basta? Rien d'autre? Non, parce que, attendez, le journalisme est quand même un métier qui consiste à faire parler des gens plus connus que soi.
Bon, donc dans la mesure où on recueille des propos spirituels, ben, ce sont les propos de la personne interviewée. On n'est jamais que le fer-manoir, que le clown blanc. Oui, oui, mais le public vous a aimé. Le public, c'est le partenaire, mais c'est aussi le décideur. Il n'y a pas de réussite sans que le public l'ait décidé. Donc, je révère le public, tous les publics, hein, sauf bien sûr ceux qui m'aiment pas. Ben, s'ils ne m'aiment pas, ils ont qu'à pas me lire et qu'à pas me regarder et qu'à pas m'écouter. Mais c'est normal. Mais je veux dire, je ne pense pas que un journaliste, fût-il multimédia, puisse réussir tout seul. Il réussit parce que à un moment donné de sa carrière, il a trouvé ce qu'il fallait dire au public ou montrer. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Philippe Bouvard. Le petit monde de Don Bouvardeau. C'est le titre de ce livre publié chez l'Archipel. C'est ça. Don Bouvardeau, c'est vous, là, regardez, hein, sur cette pochette. Un peu comme un curé. Vous êtes un peu comme un curé sur la pochette du livre. Je veux quand même préciser que le titre m'a été inspiré avec la paraphrase d'un livre qui a eu un succès mondial, Le Petit Monde de Don Camillo, et que pour illustrer la couverture, j'ai pensé qu'il fallait me déguiser en abbé, alors que je suis, et je ne l'ai jamais caché, à la fois athée, agnostique et même anticlérical. Ah oui. Anticlérical, ça sera le dernier mot de l'émission. Vraiment, hein. Vous n'y croyez pas à tout ça? Je ne crois pas en Dieu parce que je manque de preuves, parce que l'humanité existe depuis sa création, peut-être par Dieu, mais il n'y a pas de preuve. Il y a eu 100 milliards d'hommes qui sont nés, qui sont morts, et une seule résurrection. Si vous croyez que ça suffit pour croire en Dieu, ben moi pas. Philippe Bouvard était mon invité. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est un mot important, merci. Vraiment, vraiment, pour tout, pour votre carrière, pour tout ce que vous nous apportez. Merci, Philippe Bouvard.